Bonjour, ravi de vous retrouver. On est samedi, on va passer l'heure ensemble, en votre compagnie, en compagnie d'un homme politique. Alors ne partez pas, je sais parfois ça fait peur les hommes politiques. Certains effectivement m'écrivent en me disant ne invitez pas des hommes politiques. Eh bien si, je pense que c'est très important de les rencontrer, de les découvrir en plus autrement. Vous savez que Thé ou Café c'est pas une émission politique, donc on va tenter de découvrir François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? C'est vrai, je disais, c'est pas un débat, c'est pas une émission politique. On a envie de mieux vous connaître. De plus, on vous a connu, on vous connaît bien, les Français vous connaissent bien. Vous êtes présenté par 2 fois à la candidature présidentielle, peut-être et vraisemblablement une 3e fois. Nous le verrons ensemble. Vous êtes évidemment député de votre région, ça on le sait. Vous êtes un Béarnais. Et dans la première partie, on avait envie de mieux comprendre vos origines. Le fondement en fait de votre enfance, parce que votre enfance est très importante. Le Béarn, c'est évidemment important. Quel est votre premier souvenir d'enfance qui vous vient à l'esprit, qui émerge immédiatement? Je crois que le premier souvenir, c'est la rencontre de l'école à 2 ans et les pleurs que ça suscite, affolés chez l'enfant qui se sent ainsi abandonné. Ouais. Puis c'est les jeux dans la première classe maternelle. On jouait, on disait au cube. C'était la première classe, c'était le nom de la classe, les cubes. Puis après, on passait aux étiquettes. C'était déjà une initiation à la lecture. À l'époque, la maternelle dans mon village, c'était à 2 ans. Et l'institutrice, c'était ma tante. Ah bon? Donc, voilà. Ah oui. Et alors, ça a apporté une relation plus familiale, ah non, pas du tout. Plus affectueuse? En classe, on disait madame, y compris ses enfants, disaient madame, et jamais il n'aurait traversé l'esprit d'aucun d'entre nous de la famille de lui donner un nom affectueux. C'était madame. Il y avait beaucoup de respect. De respect. Oui, et de distance. Vous êtes un fils aîné. Oui, oui. C'est important, c'est-à-dire que vous avez endossé une responsabilité. Oui, c'est juste ce que vous dites. C'est d'être l'aîné, c'est à la fois confortable. Ma sœur cadette dirait que c'est confortable, et en même temps c'est une responsabilité. Parce que vous étiez un garçon aussi. Oui, que ça a joué? Ça comptait à cette époque dans les familles. Dans les familles de paysans, ça comptait beaucoup. Un garçon, une fille. Ma sœur dit que c'était même lourd. Il y avait des interdits, des tabous dans votre famille? Pas trop. Mon père était, en éducation, était assez libéral. C'est-à-dire que, par exemple, il me laissait conduire la voiture à partir de l'âge de 11 ans. Il venait me chercher sur les routes, oui, bien sûr. Alors, il y avait beaucoup moins de voitures. Il y avait beaucoup moins de gendarmes, mais à 11 ans, je conduisais la voiture, à 8 ans, je conduisais le tracteur, par exemple, il nous laissait boire du vin, très jeune, à 7 ou 8 ans. Dans le biberon? Non, pour que on n'en ait pas trop envie plus tard. Son idée était que fallait pas interdire, fallait ouvrir les portes. Et accompagner. Et accompagner. Alors, dire qu'il était laxiste, c'est pas vrai. Il était très, très, très... autoritaire, mais en même temps, c'était ouvert. C'est curieux parce compréhensif. Que, depuis le début, vous parlez de votre père. Vous ne parlez pas de votre mère. J'évoque beaucoup ma mère parce qu'elle vient de s'en aller. Elle vient de mourir. Et c'est naturellement très, très, très émouvant parce que, comme beaucoup, elle a eu une fin de vie difficile. Vous l'avez beaucoup accompagnée? Vous avez eu le temps? Oh, oui, mais jusqu'à 89 ans, elle a été en pleine forme. Et puis après, je crois en particulier en raison de la politique, puisqu'elle s'est affolée quand les sondages sont montés au point que je pouvais être élu. À ce moment-là, pour elle, ça a été une frayeur. Que son fils fasse de la politique, très bien. Elle adorait la politique. Que son fils soit une candidature sérieuse, très bien. Mais que son fils puisse devenir président de la République, pour elle, ça a été... Et puis la méchanceté des attaques, ça a été une panique. Je me suis trompé. J'ai fait une faute que je ne referai pas aujourd'hui. Je l'ai abonnée à la TNT pour qu'elle puisse suivre tous les meetings. Et tout d'un coup, ça a été trop d'émotions pour elle. Et je crois que ça a joué un rôle dans
maladie et dans l'AVC qui a suivi et dans toutes les misères qui vont avec, qui sont grandes. Vous vous sentez orphelin aujourd'hui? Non. Je me sens avec eux. Je connais cette très belle chanson de Barbara, bien sûr. Pense jamais qu'à partir de 40 ans, on puisse être une orpheline. Non, je me sens avec eux. J'ai toujours eu cette, sans doute était-ce aussi de famille, j'ai toujours eu cette familiarité avec la mort. Et pour moi, les gens morts ne sont pas morts. C'est la foi qui vous conduit à penser ça? Qu'est-ce qui est le premier? Je ne sais pas. Peut-être ce qui vient d'abord, c'est la certitude que les gens sont là. Puis la foi vient après. Alors peut-être est-ce lié, mais vous voyez, la foi pour moi, ça n'est pas seulement l'au-delà. Mais vous croyez aux esprits, c'est-à-dire que vos parents sont... Non, mais sans parler de fantômes ou je suis absolument pas superstitieux. Ils sont présents. Je suis absolument pas superstitieux, mais je crois à la présence de ceux qui ne sont plus là physiquement. Et si je peux dire cette phrase, j'ai eu souvent l'impression dans ma vie de l'expérimenter, d'avoir une espèce de preuve presque matérielle qu'il y avait des mains protectrices. On a souvent parlé, on s'est même parfois moqué de votre bégaiement que vous avez réussi à vaincre. Il revient de temps en temps? Bon, forcément, c'est une manière d'être. Et donc je fais toujours attention aux mots que je choisis pour que ce soit des mots faciles. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes en permanence à étudier votre vocabulaire? À réviser les mots, oui, c'est avant de les prononcer? Avant de les prononcer. C'est pourquoi très souvent, quand je fais des discours, quand je suis au micro, qu'il y a de la magie du micro avec la salle, ce que j'aime profondément, très souvent je fais des chapelets d'adjectifs. Parce que voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à énumérer dans ma tête des mots avant de les dire. Un drôle de parcours que le vôtre, on va s'y intéresser tout de suite. Vous aimez revoir des images d'archives? Ça vous intéresse? Vous allez voir. Ça dépend. Ouais. On en parle, ça dure 1 minute 20. C'est avec Laurence Boulet. J'ai toujours eu envie de faire de la politique. La politique, c'est la vocation de François Bayrou qui a connu son heure de gloire en 2007 lors du premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,5% des suffrages exprimés, il est devenu le 3e homme du scrutin. Ce chemin-là, c'est l'histoire de ma vie. Une vie qui commence dans le Béarn. Fils de paysan, le jeune militant UDF est élu député des Pyrénées-Atlantiques à 34 ans. Très attaché à sa région, il devient même président du Conseil général. Je n'ai pris cette responsabilité que parce que j'aime ce département. Mais au-delà du département, cet agrégé de lettres cultive des ambitions nationales. L'ancien prof devient le ministre de l'Éducation d'Édouard Balladur, à sa grande satisfaction. Ça n'est que le 2e jour, mais je me sens pas mal à l'aise du tout. Pas mal à l'aise, mais pas très inspiré. En 1995, cet éleveur de pur sang mise sur le mauvais cheval lors du duel entre Chirac et Balladur. Néanmoins, il conserve son poste dans le gouvernement Juppé jusqu'en 1997. Entre-temps, ce catholique assumé a dû renoncer à une réforme de la loi Fallou en faveur de l'enseignement privé. En 1998, il est élu à la tête de l'UDF et se présente aux élections présidentielles de 2002. Après la gifle de la campagne, c'est la claque des résultats. Mais il reste convaincu que le centre doit rester indépendant. Il dit donc non au grand parti unique de droite. Les grandes aventures du siècle, elles ont toutes commencé par un nom. Un nom qui le dessert au régional de 2004, mais qui lui permet de s'imposer au présidentiel de 2007. Dans la foulée, il crée le MoDem, un mouvement démocrate, à sa dévotion. Si la question est entre céder et résister, ma réponse c'est, nous avons le devoir de résister. Résister pour triompher. Malgré ses échecs à la mairie de Pau et aux européennes, François Bayrou ne lâche pas et s'accroche à son rêve de devenir homme d'État. Laurence le rappelait, ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97, n'est-ce pas, donc sous le gouvernement Balladur et Juppé. On parle beaucoup d'isolement, que le pouvoir isole. Est-ce que vous l'avez vécu et comment tenter de le combattre, cet isolement? Je n'ai jamais, par chance, été isolé, contrairement à tout ce qu'on a raconté. Mais le pouvoir est un alcool dont on ne se rend pas compte. Donc il grise. Oui, il grise, mais vous vous en rendez pas compte. Alors je crois avoir été moins atteint que d'autres,
Mais quand même. Mais j'ai senti que c'était un risque d'isolement, de ne plus entendre, de plus se rendre compte, de plus savoir exactement ce que pensaient les gens, parce qu'on est environné, abrité, assisté, enfin, toutes protégé, ces choses. Alors j'ai eu la chance de jamais quitter mon village, donc ça m'a toujours remis les pieds sur terre. Mais c'est vrai que c'est un grand risque, et très souvent... Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas des dirigeants trop jeunes. Je pense que avoir de l'expérience. Ça compte énormément. Non seulement avoir l'expérience des situations, avoir l'expérience des événements, de l'histoire ou de l'histoire récente, avoir appris des choses sur la société. Mais qu'est-ce que c'est un président jeune? C'est quoi? C'est quel âge? Mais aussi s'être... vous savez, on dit mitridatisé, hein, ce gouvernant qui se versait du poison tous les jours pour être à l'abri de l'empoisonnement. Et donc, cette mise à l'abri de soi-même, ça compte aussi. Bon, 60 ans, c'est le bel âge, là. Oui, c'est formidable. Giscard, autrefois, j'étais très ami avec Giscard dans ma jeunesse, j'ai été son secrétaire général et Giscard disait tout le temps l'âge d'un député doit commencer par un 3, d'un ministre par un 4, d'un premier ministre par un 5 et d'un président par un 6. Alors c'était l'époque où évidemment il était dans la bonne décennie. Bien sûr. Mais j'ai toujours trouvé que cette phrase, peut-être intrigante, avait du sens. Ségolène Royal, il y a quelques jours dans Libération, parlait de vous. Elle disait, avec François Bayrou, en fait on aurait pu faire la paire. On aurait pu battre Nicolas Sarkozy. Je ne pouvais pas soutenir un programme dont j'étais persuadé qu'il amènerait la France à de graves accidents. Donc j'ai dit que je ne voterais pas pour Nicolas Sarkozy parce que je savais où ça allait et je n'ai pas voulu entrer dans ce qui était pour moi une aventure vouée à l'échec. À cause d'elle, à cause de sa personnalité. À cause du programme et quelquefois aussi de certains aspects plus personnels, mais naturellement c'est le programme qui était l'essentiel. Elle dit qu'elle a été conduite par vous. C'est vrai qu'elle s'est rendue dans votre immeuble? Vaut mieux que ce genre de choses, quand ça doit rester, quand c'est important, ça doit rester discret, me semble-t-il. Donc vous lui avez dit, c'est pas le moment de se voir. J'ai eu l'impression qu'il y avait une instrumentalisation dans tout ça, oui. Quand vos compagnons aussi vous tournent le dos, ça fait mal? Mes compagnons, les vrais, ne m'ont jamais tourné le dos. Donc les autres, c'était des faux? Ma tribu, mon commando ne m'a jamais tourné le dos. Jamais il y a eu une seconde de fissure. Mais il est vrai que les élus, les notables, ceux-là sont partis du côté du pouvoir. C'est qu'ils pensent que le pouvoir, c'est plus important que les idées. Ça fait mal? Pour moi, c'est le contraire. Bon, c'est désagréable. Mais c'est pas mal au sens, vous comprenez, c'est pas la maladie d'un enfant, c'est pas la menace de santé sur quelqu'un que vous aimez, c'est pas quelqu'un que vous aimez qui s'en va, pas du tout. Vous pensez vous-même avoir trahi? Jamais. Vous pouvez le dire? Assurément. Jamais, ni une idée, ni une personne. On a passé une journée avec vous, un bon moment avec vous. Hein. On est allé chez vous, tout simplement, à Bordère, votre village. Là, vous nous avez accueillis. Alors, on vous a demandé qu'est-ce que vous vouliez faire. Alors, vous nous avez montré plutôt la nature. Hein. Vous êtes présenté sous le jour de l'homme du terroir. Important, hein, ça. Terroir ou nature, oui. Ouais, nature, c'est vrai. Voilà. Alors, on y va. C'est avec Laurence Boulet et avec Christophe Picot. Bonjour. Eh bien, on est chez moi, dans les Pyrénées, dans le village de Bordère, où je suis né, où j'ai grandi et où j'habite toujours. Et on va dans mon bureau, si vous voulez bien. Et donc voilà, c'est là que je travaille quand je suis à la maison. Ce qui me permet de ficher la paix à ma femme et aux enfants quand ils sont là. Autrement, quelquefois, je suis un peu bougon quand je travaille. Donc, j'ai à peu près tout ce que j'aime, c'est-à-dire le jardin, les Pyrénées au fond du jardin, des livres,
Je lis toujours en moyenne un livre par jour. Alors c'est souvent des romans policiers. J'écris mes livres, j'écris mes discours, j'y tiens beaucoup. C'est en écrivant vous-même que vous renouvelez la pensée. Et je pense qu'il y a là une grande question pour les temps à venir, qui est la question de l'authenticité. Pas des formules qu'on vous a écrites et soufflées à l'avance, que vous apprenez par cœur, mais ce qui est authentique, ce qui vient du fond, ça va être, pour la campagne présidentielle qui vient, une valeur ajoutée essentielle. Ma semaine est exactement coupée en deux. 3 jours et demi à Paris, 3 jours et demi ici. Je ne pourrais pas vivre si ici n'existait pas. Je ne pourrais pas vivre s'il n'y avait pas cette maison, s'il n'y avait pas ce village. Voilà le verger, c'est un des lieux de mon activité agricole. Voilà. Ne prenez pas le courant si vous pouvez. Regardez les chevaux réfugiés à l'ombre là-bas. Ma passion, c'est de les faire naître et de les regarder grandir et de les regarder danser. Et d'essayer de deviner quel champion il y aura derrière le bébé qui se protège avec sa mère. Vous savez, les abeilles, c'est très très important. Vous ne croirez pas? Parce que si les abeilles disparaissaient, l'humanité ne pourrait plus manger. Alors c'est pourquoi, pour militer pour les abeilles, j'ai des ruches. Vous entendez le bruissement du maïs, là? Ça, là, c'est une des musiques du Béarn. Stackhausen à côté, c'est faible. Et ça, c'est la forêt de mon enfance. Ce qui me plaît, c'est le silence, dans un univers qui est un univers de bruit incessant. Vous entendez le pip, 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 là-bas? Il y a un pivert qui fait tac, tac, tac. Et tout ça, c'est... Bon, pour moi, ça me parle. Voilà. Et le caractère des Béarnais, c'est quoi? Oh, ça se définit par un mot béarnais extrêmement précis. On dit cabourut. Cabourut, ça veut dire il a la tête dure. Les Béarnais, en général, pas tous. Il y a des Béarnais qui sont ondoyants. Puis il y a des Béarnais tête dure. Henri IV, voilà. Et vous? Oui. Oui, je reconnais que je ne suis pas souple. Maintenant, je m'arrange parce que vous avez observé qu'avec le temps, il y a plein de choses qui changent et on devient plus, en tout cas moi, plus serein. Très souple. Vous êtes donneur de leçons un peu, non? Certains, dans votre proximité, certains disent « oui, il a toujours raison ». Et il reconnaît rarement qu'il a tort. Ben parce que j'ai rarement tort. Ah, vous le croyez vraiment, ça? Oui. Sur les choses essentielles. Oui, j'imagine, bien sûr. Je ne parle pas de... Oui. Mais c'est vrai que j'ai plus souvent des analyses justes, du moins je l'espère, parce qu'autrement il faut que je change de métier. Si vos analyses, si vos choix ne sont pas justes, alors changez de métier. Vous n'êtes pas encore candidat, mais vous venez donc de sortir ce livre, 2012, État d'urgence. Tout d'abord, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Parce que tout le monde pense que vous allez l'être, de toute manière. Oui. Mais je n'ai pas simplement organisé la réunion, l'événement qui dit à partir d'aujourd'hui, j'entre dans la campagne présidentielle. Donc aujourd'hui, vous dites, je suis candidat. Ça fait des années que ce choix est fait, vous comprenez? Vous ne pouvez pas défendre un changement essentiel, nécessaire, indispensable sur la vie politique française ailleurs que dans l'élection présidentielle. Donc, alors après, il vous appartient de choisir le moment où c'est solennellement annoncé, parce que, en général, quand vous faites cette annonce-là, vous dites aussi ce que vous voulez pour le pays. Alors, il y a des styles très différents, regardez. À Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, Monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République.
Je suis candidat. 3 mots de Jacques Chirac à la une de La Voix du Nord ce matin. Et c'est toute la campagne pour les présidentielles qui est lancée. Nicolas Sarkozy a choisi la presse quotidienne régionale. 61 titres de province dans lesquels la question lui est posée avec les mots suivants. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle? Ma réponse est oui. François Bayrou, serez-vous candidat à la présidentielle? Je vous ai déjà répondu. Donc, c'est oui. Il n'y a jamais eu ni un doute ni une ambiguïté sur ce sujet, parce qu'autrement je renoncerais au combat qu'il est nécessaire de mener pour que la France retrouve le minimum d'équilibre et puis d'envie de vivre et puis d'efficacité et puis impossible en dehors de l'élection présidentielle. 2012, état d'urgence, vous dites c'est une guerre que nous avons à livrer. C'est un peu anxiogène. En fait, quand on lit votre livre, ça fait peur. On se dit, mais où est le rêve? Où est l'idéal? La plupart de ceux qui le lisent me disent, quand on a lu le titre, on avait peur que ce soit anxiogène, mais en réalité, c'est de l'optimisme. Ça montre qu'on peut s'en sortir. Et quel chemin il faut suivre pour s'en sortir. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre région? Oui. Plus soutenu que dans n'importe quelle région de France? Je suis soutenu à peu près partout. Vous savez, quand on a eu la chance de faire près de 20% des voix à l'élection présidentielle... Et là, on vous crédite de 10% seulement. Ah ben, écoutez, c'est un début. La dernière fois, on me créditait de 6 au départ. Partir de 10, c'est formidable. Alors, on est allé demander à ceux qui sont par chez vous, dans votre région, ce qu'ils pensaient de vous. Je l'ai vu comme ça haut, dans les bras de sa mère. C'est quelqu'un avec qui on peut parler, et qui est présent dans le village. On le voit tous les week-ends ici. On le voit, il passe, c'est tout. Hein. Il s'arrête jamais. Hein. Aux élections, il serait des mêmes, mais après... Pour moi, ça a l'air d'être un mec intègre. Il est sûrement le contraire de tout ce qui nous gouverne actuellement. C'est une personne très hautaine. Non, il n'est pas du tout hautain, quoi. Il est très sociable, on peut parler de tout. C'est un mec super simple. Un jour il est à droite, un jour il est au centre, un jour il est partout. C'est un peu une anguille. On ne sait pas trop où il est. Je le cerne pas. Voilà. Je pense qu'il agit surtout pour sa personne. Il n'est pas assez à l'écoute. Il est trop centré sur lui. Il ne vaut mieux pas qu'il se présente, sinon il va avoir une mauvaise surprise à mon avis. Je le vois pas sur une envergure nationale, mais bon. Alors je sais pas comment il peut gagner, c'est ça le truc. Il veut être avec personne, et puis il veut gagner. Il ne peut pas gagner tout seul. C'est très intéressant. Parce qu'effectivement, ils ont un regard sur vous plutôt sympathique, alors avec des avis contraires, hein, il est hautain, la femme dit non, pas du tout, il est très proche, il y a de la proximité avec lui, on peut lui parler très facilement. Mais en revanche, ce qui sort, c'est que vous êtes un être seul et qu'on ne sait pas très bien comment vous placer. Est-ce que vous êtes au centre? Est-ce que vous êtes à droite? Parce que la vie politique française est organisée depuis des décennies entre deux blocs et deux camps où il faut être de droite ou de gauche. Et quand la droite et la gauche ont échoué toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qu'on a sous les yeux là, c'est grave échec de la droite et, selon moi, grave illusion de la gauche. Il faut bien trouver une autre voie et un autre chemin. Et cette voie, elle va se trouver. Voilà ce que je crois avec certitude. Alors après, au début, naturellement, les gens disent « mais je ne sais pas ce que c'est cette voie nouvelle ». Puis ils sont bien obligés de reconnaître qu'elle s'impose parce qu'elle s'imposera. Vous pouvez garder cette affirmation-là. Elle s'imposera avec certitude parce que la politique qu'il va falloir faire, la majorité pour la supporter n'existe pas. Et donc on va la créer. Est-ce que vous ne craignez pas que cette fois-ci, le troisième homme, ce soit une femme ? Les électeurs sont libres de leur choix. Mais je crois que le potentiel de voix qui est le mien est plus important aujourd'hui qu'il n'était en 2007. Donc vous pensez faire plus que 18,5 ? Oui, je crois. Combien ? On verra. Mais je crois que cette voie politique nouvelle, elle s'imposera nécessairement. Est-ce que les Français, selon vous, sont prêts à élire une femme à l'Élysée ? Oui. Il y a eu une évolution dans les mentalités qui le permet. Une évolution heureuse et je crois qu'ils peuvent et qu'ils sont absolument prêts à le faire. Encore faut-il que ce soit
la bonne candidature avec les bonnes idées. Mais, oui. Dans la vie politique, vous avez vu évoluer les femmes. Elles sont moins présentes qu'on le souhaiterait. Hein? Pas autour de moi. Autour de vous, au Modem? Oui, autour de moi, mon équipe rapprochée, c'est majoritairement des femmes. Oui, et déjà, vous savez pourquoi? Bien sûr. Je ne veux pas blesser les hommes en disant ça, mais je trouve très souvent dans la vie politique, peut-être dans la vie tout court, que les femmes sont plus fiables que les hommes. Elles sont moins. De quelle façon? Elles sont moins. Alors pas toutes, hein, il y a des exceptions, tout ça, mais elles sont moins. Des noms. Elles sont moins dans le combat de coq. Et quand elles donnent leur parole, en général, elles la respectent. Les hommes. Bon, donc vous faites davantage confiance à des femmes. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une manière en politique différente de vous? Elles sont moins carriéristes? Je vous l'ai dit, non. Elles sont moins ambitieuses? Non. Il y a toutes sortes, hein. Mais elles sont moins dans l'affrontement hormonal, personnel. Alors, entre elles, je ne sais pas, je ne suis pas une femme, donc je ne sais pas. Mais elles sont moins dans ce besoin de prendre l'avantage qui est celui des hommes. Je vais vous laisser pendant 1 minute. C'est un exercice ici. Pendant 1 minute, il y a tout le dispositif technique qui est à votre disposition. Les téléspectateurs aussi, ils attendent beaucoup de vous. Vous pouvez aussi vous lever, montrer que vous n'êtes pas seulement un homme tronc. Tout est possible. C'est pendant 1 minute. 1 minute de solitude, ça peut être 1 minute de folie, 1 minute de fantaisie. À vous de jouer. J'imagine qu'il faut que je me promène dans le... En tout cas, c'est un très beau loft, hein. Si ma femme voyait ça, elle dirait que ça serait bien pour nous. J'aime bien la matière comme ça. C'est signé doré d'après ce que je vois. J'aime bien la matière. Depuis tout à l'heure... Ah, attention. Ça tient? Non, pas du tout. J'avais très envie d'aller voir là-haut ce qu'il y avait. Mais... Je comprends. Monsieur est curieux. Oui. C'est comment chez vous? C'est contemporain ainsi? Ou non? Oui, plutôt. Enfin, c'est, je veux dire, davantage... Voyez ce que c'est que de faire de faux décors, hein? Après, c'est des pièges pour les invités. On aime mieux les espaces vides avec des livres. Oui. Pour moi, l'idéal, c'est plutôt genre une grande cellule blanche avec des livres et du plancher. Bon, donc c'est assez proche en fait de notre décor. Oui. Oui. Quel est votre rapport à l'argent? Il en faut, je suis plus satisfait quand il y en a un peu que quand il n'y en a pas. Mais vous êtes cigale, fourmi? Ça n'est pas une valeur pour moi, l'argent. Et je trouve que ça l'a trop été ces dernières années. Mais quand vous achetez des chevaux de course, j'imagine que ça a une valeur. Je ne les achète pas, je les fais naître. Donc ils arrivent et ils grandissent. Ça a un coût et après, je les vends. Donc, mais... Vous connaissez vous savez, c'est la question habituelle qu'on pose aux hommes politiques, le prix d'un ticket de métro? Un peu plus de 1 euro quand on l'achète à l'unité, mais même 1,50 € quand on l'achète à l'unité. 70 même. Oui. Et un timbre? 0,65, quelque chose 60. Comme ça. Et votre livre? 15 €. Est-ce que vous... J'avais négocié, je vais tout vous raconter, j'avais négocié avec l'éditeur que ce soit un livre à 10 €, et quand ils l'ont imprimé, c'est arrivé, c'était à 15, parce qu'ils avaient refait les calculs. Ils avaient oublié de me le dire, ce que j'ai moyennement aimé. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de vos droits d'auteur? Je vais essayer de payer mes déficits de chevaux. C'est votre danseuse? Oui. Hein? En quelque sorte. Ma femme est assez sévère sur ce sujet.
Ah bon? Elle préférerait que vous aimiez autre chose? Non, ben, elle préférerait que, oui, qu'on dépense pas l'argent pour ça. Mais bon, il faut bien avoir une folie dans la vie. Alors je n'aime pas les grands hôtels, je n'aime pas les vacances dispendieuses. Je suis jamais entré dans un casino de ma vie. Je ne me drogue pas. Bon. Vous, c'est les dadas. Voilà. Est-ce que vous lisez les livres des autres hommes et femmes politiques? Non. Non. Pourquoi? Parce que très souvent, ils ne les ont pas écrits. Oh! Ils ont des nègres, vous pensez? Vous dénoncez les autres? Pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Je serais très heureux de lire ce qu'ils écrivent du profond d'eux-mêmes. Parce que c'est une expérience qui est pas mince d'être un homme politique. C'est une expérience qui est pas mince d'être Ségolène Royal, d'être François Hollande. Mais la coutume s'est établie grâce à toutes les maisons de communication qui existent partout, c'est des produits de consommation. Vous l'avez écrit? Ah oui. Bon. Regardez cette phrase. J'ai lu le livre de Dominique de Villepin, parce que je pense qu'il écrit lui-même. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je l'ai lu. Regardez François Bayrou sur votre écran. Il y a plusieurs phrases. À vous de trouver l'auteur. Villepin. Pas mal. Je viens de le lire. On nous a pris nos retraites, on nous a pris notre dignité au travail, on nous a pris la sécurité. Mélenchon. C'est Ségolène Royal. Oui, chaque jour, la pondération de François Fillon, le peser de son expression, rendent plus criant le manque de maîtrise de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas. Ah, c'est quelqu'un qui était assez proche de vous. C'est Hervé Morin. Et ensuite, la France n'avance que quand elle est portée par une grande ambition. Ça, vous auriez pu le dire. Oui. Ouais. C'est qui? Je sais pas, vous, hein. Tous les gaullistes peuvent dire ça, tous les gauliens peuvent dire ça, et d'ailleurs c'est la vérité. C'est François Hollande, il n'est pas gaulien. Hein. Si vous étiez élu président de la République, vous savez, c'est la question qui a été posée lors du deuxième débat mercredi pour les primaires socialistes. Si vous étiez élu président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Je prendrai des décisions pour équilibrer le budget de l'État en matière d'impôts et en matière de dépenses publiques. En montant les impôts? Oui. Et la TVA? Il n'existe personne dans la vie politique française qui puisse honnêtement dire qu'il va baisser les impôts. Et si jamais on peut les conserver tels quels, oui, si on les conserve tels quels, il faut couper 30% des dépenses publiques du pays. Personne ne le fera. Donc vous créez deux tranches? Oui. Et vous augmentez la TVA? Je crée deux tranches, une à 45 et une à 50% pour les revenus les plus élevés. Je fais un certain nombre d'amputations dans ce qu'on appelle les niches fiscales, c'est-à-dire les avantages consentis à ceux qui sont les plus favorisés dans la vie. Je demande au pays l'effort de 2 points de TVA. Les Allemands en ont fait 3. Est-ce que vous pouvez me répondre par pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ça, je me méfie beaucoup de ce genre de questions. L'éducation sexuelle dès la 6e. Ça dépend comment elle est faite. J'aime mieux qu'elle soit faite de manière sensible et prudente et respectueuse. De l'instant où elle est bien faite. Oui. La suppression de la case Mademoiselle. Vous savez, dans les papiers administratifs, monsieur, madame, mademoiselle. Bon, ça s'est fait il y a 30 ans aux États-Unis. Est-ce que ça a changé quelque chose? J'en sais rien. Mais c'est discriminatoire. Pourquoi? Est-ce que je vous demande, vous, si vous êtes marié ou pas? Peut-être c'est un problème dont je n'ai pas aperçu la gravité. La taxe sur les sodas. Contre. Sur les hauts revenus à partir de 250 000 €, une taxe pour. Vous en faites partie? Non. Je voudrais bien. Des mariages des prêtres pour ou contre? C'est pas mon affaire. L'ouverture des magasins le dimanche? Contre. L'obligation de chanter la Marseillaise pour les sportifs de haut niveau et notamment pour les footballeurs? C'est mieux qu'ils la chantent. Est-ce que le Sénat, on le saura aujourd'hui, doit être présidé par un président de gauche? Oui, puisqu'ils ont la majorité. Les élections, c'est... On vote, contre, hein. on vote, on constate le résultat, on le respecte. C'est
aussi simple que ça. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Tous ceux qui ont regardé de près disent qu'il faut être contre. Je me suis beaucoup posé la question. Parce que une interdiction que 10 millions de personnes enfreignent, est-ce que c'est encore une interdiction? Mais tous ceux qui ont regardé de près, qui sont les spécialistes, disent c'est trop imprudent. Bon, donc vous êtes contre. C'est un signal trop positif, oui. L'adhésion de la Palestine aux Nations Unies? Plutôt pour, à condition de réciprocité. C'est pourvu qu'il y ait en même temps reconnaissance du droit d'Israël, de l'existence d'Israël en tant qu'État juif et de son droit à l'existence. Je voudrais que vous regardiez ces images. Je sais que vous aimez le rugby, c'est la région qui veut ça aussi. Marc Lièvremont, qui est le sélectionneur, a été très fair-play, très distingué dernièrement lors d'une conférence de presse. Oui, Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord? On vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. On croirait un footballeur. Pourquoi les footballeurs sont plus grossiers que les rugbymen? Vous savez bien que les footballeurs, ils ont parfois une désinvolture, notamment les gardes de la presse. Passionné. Très. Ah, vous allez le défendre? Plutôt, oui. Il est passionné. Puis franchement, il y a pire dans la vie que de dire à quelqu'un tu m'emmerdes. Je sais bien qu'on est dans le langage policé complet, dans le fait que... Vous le dites souvent, vous? Oui, ça m'arrive. J'en fais pas comment dirais-je, un système de communication. Mais oui, bon, c'est pas grave. Ce qu'il voulait dire, c'est... Ta question, en réalité, elle est tordue parce qu'on vient de prendre une défaite très grave. Alors évidemment, ta question me gêne. Si elle gêne, qu'il y réponde. Le garçon dit tu, il lui répond en disant tu. Bon. Je fais pas scandale avec tout. Autre chose, Bruno Gassio. Bruno Gassio, ex-guignol de l'Info, il a pris parti pour le vote blanc. Moi, je veux qu'on puisse dire je vote blanc. Et mon vote est pris en compte. Qu'est-ce qu'il dit, ce vote? Il ne dit pas tous les politiques sont des pourris. Il dit le choix qu'on me propose ne me plaît pas. Il ne dit pas je suis antidémocratique. Au contraire, il affirme je suis un démocrate. Je veux voter. Votre choix ne me convient pas. Il a raison et c'est dans mon programme depuis 10 ans. La reconnaissance du vote blanc et le fait qu'on ne puisse pas obtenir une majorité au premier tour s'il y a trop de votes blancs, c'est dans mon programme depuis 10 ans. Cette reconnaissance-là, et Gassio a raison... Vous n'avez pas fait une proposition de loi? A raison, c'est dans mon programme présidentiel. C'est mieux qu'une proposition de loi qui va dormir dans des tiroirs. Je suis pour. Oui, mais si vous ne devenez pas président, ça restera dans le tiroir. Mais bien précisément, on va faire en sorte que ça ne reste pas dans le tiroir. Parce que là, il a demandé en fait à un député PS de soutenir sa proposition. Mais ceci est inscrit depuis des années dans toutes les délibérations politiques que nous avons prises. Je trouve que c'est de salubrité publique. Donc vous êtes favorable pour le vote blanc. Si je vous dis, tiens, quelqu'un que vous connaissez, on parlait tout à l'heure de votre éditeur, Muriel Beyer. Qu'est-ce que vous me répondez? Que c'est mon éditeur et que c'est une femme tout à fait intéressante. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Si je vous dis Luc Ferry. C'est quelqu'un que je connais bien, qui a été... Et qui est le parrain d'un de vos enfants? Non. Non? C'est moi qui suis le parrain. Ah, c'est à l'inverse. Voilà. Donc, une vraie proximité, une véritable amitié. On leur demandait à tous les deux de croiser leur regard sur vous. Les qualités de François Bayrou... À la fois, il est intellectuellement structuré, il est incroyablement intelligent, mais il est aussi moralement structuré, j'ajouterais spirituellement structuré. Bon, il est très intelligent, donc l'intelligence, la rapidité, quand on dialogue avec quelqu'un, peut créer de l'impatience. Et il peut être impatient. Non, j'ai pas l'impression qu'il aille très vite, c'est pas ce qui me frappe le plus chez lui. Non, il est très intelligent, mais il va... Non, au contraire, il est très réfléchi, c'est quelqu'un qui est, comme on dit, meilleur à l'écrit qu'à l'oral. C'est plutôt quelqu'un qui écoute, et encore une fois, après, une fois qu'il a décidé, il décide seul. Ça, c'est vrai.
On dit, il a la grosse tête. Bon, ben, ça, j'ai entendu ça 1000 fois sur lui. Le jour où il rentrera à l'Élysée, il faudra écarter les portes. Bon, non, mais c'est simplement que les gens ne voient pas que c'est le revers d'une qualité. Je crois que profondément, il se ressent comme un numéro 1. Et que ça influe beaucoup son comportement et sa manière d'être. Ce côté qu'ont beaucoup d'hommes politiques, c'est pas très original, assez autocentré quand même. Alors là, franchement, c'est le défaut de tous les... bon, il faut être honnête, il faut être cinglé pour pouvoir être président de la République. Donc il faut une espèce d'enfermement en soi. Qu'est-ce qui peut m'agacer? C'est très souvent la difficulté à le convaincre qu'il a eu tort. François, il a quand même eu le courage de dire non, à droite comme à gauche, alors qu'il avait des propositions en 2007. Il aurait parfaitement pu avoir un super ministère, peut-être même être Premier ministre, s'il avait vendu son âme, comme on dit, contre un plat de lentilles, pour prendre une métaphore qui lui parlera. C'est quelqu'un qui aime bien d'abord, qui a un certain courage, vraiment, c'est-à-dire qui déteste l'allégeance. Je pense que c'est viscéral. C'est quelqu'un qui a, alors ça c'est son arrière-fond catholique aussi, et puis paysan, c'est quelqu'un qui a une très grande méfiance à l'égard à la fois de la mondanité et de l'argent. Surpris par quelques propos? Je les ai trouvés assez intuitifs, oui. Ils ont fait l'effort de comprendre comment je fonctionnais, l'un et l'autre. Le mot intelligence qui revient à plusieurs reprises, c'est encombrant d'être intelligent? Non, pendant très longtemps, j'ai cru, j'avais une espèce de, vous savez, quand on est jeune, de vénération pour l'intelligence, comme qualité politique. Puis je me suis aperçu que le caractère était plus important. Et l'instinct? Qu'est-ce que vous en faites? Oui, l'instinct. Mais le caractère, quand vous êtes un homme politique, ce qui est le plus difficile, c'est de tenir le cap. C'était que, vous voyez bien, les pressions, les menaces, les tentations, les bâtons et les carottes, tout ça c'est très 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 fort. Et donc être capable de tenir malgré ça, c'est une qualité politique absolument essentielle. Et si vous prenez les gens qui ont joué un rôle important, ils ont un point commun, c'est le caractère. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir sacrifié votre vie personnelle pour votre vie politique? Non. J'ai eu la chance de pouvoir conduire les deux, mener les deux de front, et quelques autres. La chance de pouvoir écrire. J'avais envie de ça, mais entre envie et le faire. Et puis j'ai eu la chance de réaliser mes passions, oui, la nature, les chevaux. Vous vous imaginez, vous, vivre à l'Élysée? Votre femme aussi? Je ne crois pas du tout que ma femme accepterait les mondanités élyséennes perpétuelles, mais elle ferait ce qu'il faut pour remplir sa fonction. Elle est assez intelligente pour ça. Elle est intelligente et structurée intellectuellement. Elle est très discrète. Très. C'est volontaire de sa part, de votre part? C'est volontaire de sa part. Vous aimeriez qu'elle soit davantage auprès de vous? Non. Elle est auprès de moi, oui. mais non, je n'aimerais pas qu'elle se mêle de politique, je détesterais ça. Elle a ses idées politiques, et Dieu sait qu'elle les a. Les mêmes que les vôtres? Ouais. Vous pouvez être en désaccord? Peut-être un peu plus à droite que moi. Elle est très, très... Elle vote pour vous? Oui. Oui, et mes enfants aussi, je crois. Ce qui est un grand succès. Pas un grand succès, un grand bonheur. Ils ont la fibre politique? Oui, ils ne feront pas de politique parce qu'ils ont trop vu que c'était un peu rude. Mais non, je n'ai pas sacrifié ma vie pour la politique. J'ai réalisé à peu près ce que je croyais être enviable dans la vie. Vous comprenez les femmes d'hommes politiques, je pense à Cécilia Sarkozy, à Marie-Laure de Villepin, que vous avez évidemment bien connue, qui sont parties à un moment donné, elles ont lâché prise, elles ont choisi une autre vie. J'ai trouvé ça... Bon, il y a du courage là-dedans, et en même temps des échecs, donc... Mais je ne connais pas Marie-Laure de Villepin. Cécilia Sarkozy, je l'ai rencontrée un peu plus, 4 ou 5 fois ou 10 fois. Je la trouvais très respectable, enfin, forte. Elle existait. Et d'après ce que j'ai lu des portraits
Marie-Laure de Villepin, je l'ai trouvée très attachante aussi dans la presse. Vous ne trouvez pas, vous, homme politique, que vous êtes quand même très égoïste vis-à-vis justement de votre vie de famille, vis-à-vis de votre vie de couple, de votre épouse? Pour être populaire, je devrais répondre oui, et ma réponse est non. Parce que c'est comme une vie de marin au long cours. Vous êtes capitaine au long cours. Bon, vous n'êtes pas tout le temps à la maison, mais on peut vivre en n'étant pas tout le temps à la maison. L'idée qu'il faille être constamment collé l'un à l'autre... Sauf qu'il y a 6 enfants. N'est pas... les 6 enfants, on les a élevés. Elle en a pris la part principale, mais j'en ai pris ma part. Et mes enfants ne sont pas des étrangers pour moi. Est-ce que vous pensez que porter votre nom, votre patronyme, c'est lourd? Oui. C'est lourd de porter des noms connus. Mais notamment, non? Et notamment en politique. Ça a été très dur pour eux quand j'étais ministre de l'Éducation, parce qu'il y avait des mouvements sociaux, enfin des mouvements d'affrontement au sein de l'éducation qui sont classiques, mais il y avait des profs qui leur ont dit quelquefois des choses que je n'ai pas aimées, et que je n'ai pas trouvé justes, parce que c'est pas normal de faire porter à un enfant la responsabilité de son père. J'ai trouvé que c'était moche, ça. Quand ça s'est produit, ça s'est pas produit souvent, mais un peu. François Bayrou, quelle est la place que vous accordez au sentiment, à l'affect? Très importante. Je suis quelqu'un qui ne rompt jamais ni un amour, ni une amitié, ni une fidélité. Je suis très... Je ne sais pas tuer un sentiment. Et quand il se fissure et qu'il se casse, c'est souvent irrémédiable, mais c'est pas de mon fait. Et pourtant on dit, en politique, il faut tuer pour exister. Oui, on dit ça. C'est des mots, c'est des blablas. Dans votre panthéon musical, il y a 2 chansons qui sont très liées au sentiment, dont celle-ci. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas... Vous l'avez vu sur scène, Barbara? Oui, c'était... Dans mon panthéon, comme vous dites, musical, Barbara occupe probablement la première place. Barbara, Brel, Brassens... Et pourquoi celle-ci? Ça aussi, je trouve que c'est la plus belle chanson d'amour. Alors, naturellement, la fin a été rajoutée après, parce qu'elle dit « Ma plus belle chanson d'amour, c'est vous », en parlant du public. En réalité, c'est évident que cette chanson avait été écrite avec un autre nom au bout. Et pour un homme. Et pour un homme. Mais ça aussi, je trouve que c'est ce long chemin que la vie fait pour l'amour, je trouve ça très beau. Je vous emmène au dos à dos. Vous venez? Très bien. Dos à dos avec vous, François Bayrou, et des réponses du tac au tac. Et que regardez-vous en premier chez une femme? Les jambes. Quel est l'événement qui pourrait vous faire renoncer à la politique? Aucun. Qu'est-ce qui est le plus... Aucun comme engagement militant. Après, comme responsabilité, on verra. Qu'est-ce qui est le plus insupportable quand on partage votre vie? Il m'arrive de penser à autre chose qu'à ce que je suis en train de faire. Quelle est la personnalité internationale pour laquelle vous avez de l'admiration? Václav Havel. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? La nature. À qui refuseriez-vous de serrer la main? À ma connaissance, personne. Même aux extrêmes? Oui, je fais la différence entre les gens et les idées. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Bon, j'ai fini par m'habituer. Préférez-vous un week-end avec Hervé Morin ou avec Jean-Louis Borloo? Si je peux, je consacrerai mes week-ends à autre chose. La dernière fois que vous avez pleuré? Je pleure quand il y a des choses émouvantes et généralement heureuses. En raison de votre notoriété, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Incognito. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Non. Enfin, je veux dire, je suis très bien comme ça. Mais je trouve fascinante la féminité. Et si vous étiez femme, seulement une journée, qu'est-ce que vous feriez?
Je ne sais pas répondre. Si votre père était encore là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Que ça va, qu'il est content. Et si je vous dis Serge Reggiani, vous me répondez quoi? Lancez la chanson. Les loups. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur en... Serge Reggiani, vous l'avez connu? Tout comme Barbara? Non, vous l'avez jamais Barbara, rencontré? je suis allé la voir. Et Serge Reggiani, non. Jamais sur scène? J'ai pas eu l'occasion. Je voudrais vous offrir un livre. Ça, on en fera un de plus, vous savez, sur votre étagère, là, dans votre bibliothèque. À la table de l'histoire. Bon, d'abord, on sait que vous aimez l'histoire, mais c'est la découverte de la gastronomie à travers les festins célèbres. Et c'est à la fois un recueil de recettes et un livre historique. Alors, page 71, il y a le dernier repas d'Henri IV, votre protégé. Je sais pas si mon ami. Oui, parce que ami. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et il a été pour moi une grande chance de le rencontrer. Oui. Alors, vous pouvez lire d'ailleurs, qu'est-ce que c'était? Pot-au-feu, c'est ça? Bouillon de poule, poule au pot, poivre poché et glace au pain d'épices. Ça vous conviendrait comme menu? Ouais. Vous êtes un épicurien, ça semble pas? Non. Si? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le bonheur pour moi, c'est une table de tribu, c'est-à-dire table de famille, table des amis, avec des choses très simples, avec une omelette, et du bon vin. Vous avez regardé les tableaux tout à l'heure de Nathalie Doré. Oui. Ils vous ont plu? Oui. Elle expose J'ai bien aimé la matière. Du 6 au 9 octobre. Vous avez un peu de talent, vous? Non. Non. J'ai des enfants. Vous êtes limité, en fait. Hein? Oui, je suis même nul. J'ai des enfants qui ont du talent. Ah oui? J'ai des en art enfants plastique? qui dessinent très bien, j'ai des enfants qui peignent très bien, j'ai des petits-enfants qui dessinent et peignent très bien, mais moi, je ne sais ni chanter ni dessiner. Félicitations. Je sais à peu près écrire. Félicitations, Sabairo. Vous êtes grand-père pour la 15e fois? Bah écoutez, vous faites le compte, c'est bien. C'est Nathalie Doré. Moi j'ai du mal à faire le compte, parce que ça fait de grands chiffres. Le temps passe. Mais quand on fait beaucoup Et vous jouez les patriarches? Oui. Vous avez le rôle de patriarche. Oui, je suis un peu comme ça, quand toute la tribu est là, oui. Bon, je suis assis au bout de la table. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, bien sûr. Et les femmes sont debout, bien sûr. Non, non. Il y a très longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps, dans mon pays, j'ai vu dans mon enfance les femmes debout qui ne s'asseyaient pas à table. Ça, c'est vrai, je l'ai vu. Mais heureusement, nous avons changé d'époque. Effectivement, heureusement. Merci à Nathalie Doré. Elle expose donc du 6 au 9 octobre à Baltard, pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne. Et l'œuvre de l'artiste est imprégnée, dit-il, de culture asiatique. Ses œuvres invitent, selon elle, à la méditation. Et c'est pas totalement faux. Merci beaucoup. C'est Corinne Touzé, la comédienne avec laquelle nous prendrons un thé au café demain. Et puis, dans quelques instants, on vous demandera un petit bonus qui sera sur Internet. Et cette émission, elle sera rediffusée cette nuit. En tout cas, merci d'avoir pris ce thé avec nous. C'est plutôt du thé le matin. Oui. Les deux, je suis assez éclectique. Ah oui, mais voilà, vous voyez, on ne sait pas où situer. Encore une fois. Et vous, c'est thé ou café? Ah, moi, c'est thé. Et vous prenez jamais de café? Jamais. Ah bah écoutez, alors vous appartenez à une espèce qui est une espèce un peu... Oui, je vous remercie pour l'espèce. À bientôt, François Bayrou. Dimanche, Corinne Touzé sera avec nous et vous pourrez suivre cette émission, Les Invités Impossibles, entre 8h et 8h30, consacrée à la comédienne Annie Girardot, qui aurait eu 80 ans cette année. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain à 7h. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir. Au revoir, François Bayrou. Au revoir. Merci.